Merci bien, Chérif Diop. Il est le chef de file de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Bonsoir, Monsieur Baoui. Bonsoir. C'est la deuxième fois que Bien. vous venez sur le plateau de Soir d'Info. Et j'en suis très heureux. La Guinée qui est en train de préparer l'élection présidentielle et la campagne électorale bat son plein. Qu'est-ce que vous faites à Dakar? Bon, vous savez qu'une bonne fraction de l'opposition guinéenne n'a pas jugé nécessaire de participer à cette consultation électorale parce que nous estimons que la constitution de 2010 qui a été mise de côté de manière illégale pour faire prospérer une nouvelle constitution pour permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat n'est pas en conformité avec les principes constitutionnels de la République de Guinée. Et en plus de cela, nous avions boycotté les élections législatives, nous avons contesté la validité de la Constitution qui a été promulguée par la Cour constitutionnelle, nous avons enregistré beaucoup de morts suite à une répression violente et massive contre les protestataires. Nous avons un climat délétère. Donc tout cela milite dans le sens qu'un processus électoral dans ces conditions ne peut que générer des situations conflictuelles au risque de déstabiliser la Guinée. Pourtant, la CEDEAO a validé le fichier électoral que vous décriez. C'est ça qui est aberrant et même préoccupant de la part de l'instance sous-régionale parce que au point de vue des normes constitutionnelles, la Guinée est nettement en deçà des critères de convergence. Sur quoi se sont-ils basés pour dire que le processus électoral est en bonne marche et que tout se passe bien? Bon, vous savez, même l'OIF, qui a été l'organisation, la première qui avait décrié la nature de ce fichier électoral, n'a pas jugé opportune de revenir pour auditer l'assainissement de ce nouveau fichier pour des raisons que l'OIF sait pertinemment. Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, il y a 6 mois de cela, le fichier électoral a été présenté comme comprenant 7 300 000 électeurs. Sur ces 7 300 000 électeurs, aussi bien l'OIF que la CEDEAO avaient détecté 2 500 000 électeurs qui étaient dans le fichier sans aucune pièce justificative. Et 2 100 000 électeurs qui sont dans le fichier simplement avec une attestation signée par un chef de quartier. Et comme nous avions contesté, nous avions détecté l'enrôlement massif des mineurs, les 2 100 000 électeurs figurant dans le fichier avec simplement l'attestation des chefs de quartier, c'est dans ce stock que se trouve l'écrasante majorité des mineurs pour 2 100 000 électeurs. Donc, si on néglige, on met de côté les 2 500 000 qui n'ont pas de pièces justificatives, cela ne veut pas dire que le fichier est assaini. En plus de cela, par exemple, les Guinéens du Sénégal n'ont pas été recensés, donc ne peuvent pas participer au vote. C'est le cas pour d'autres pays où la communauté guinéenne est fortement représentée. Donc c'est pour dire que d'une manière ou d'une autre, que l'instance sous-régionale indique que ce fichier est susceptible de permettre une élection crédible, c'est une gifle à tous les démocrates et à tous ceux qui se battent pour l'instauration de véritables états de droit dans l'Afrique de l'Ouest. On vous a entendu dire qu'il y a un texte, autre que celui qui a été présenté au référendum du 22 mars dernier, a été promulgué par le président et servant de constitution au niveau du Sénégal, au niveau de la Guinée. C'est ça qui est aberrant. Pourquoi vous n'avez pas fait des recours? Non, nous avons fait un recours. Nous avons signé un document que nous avons envoyé à la commission de la CEDEAO pour indiquer qu'en conformité avec les textes régissant l'organisation régionale, que la Guinée est en porte-à-faux par rapport à ces textes. Ils nous ont répondu tardivement en nous remerciant de notre attitude, j'allais dire, consensuelle, civilisée, mais qui sont en train de discuter avec les autorités guinéennes pour permettre, disons, l'organisation d'élections paisibles. En d'autres termes, la CEDEAO a fermé les yeux sur des violations graves des principes de droit élémentaires.
un texte qui a été présenté et publié dans le journal officiel comme étant le texte qui doit être présenté à la population. On organise le 22 mars un référendum. Au mois d'avril, un autre texte qui est différent du texte qui a été présenté et promulgué dans le journal officiel comme étant la Constitution, et la Cour constitutionnelle valide cela, et celle-ci a amené la démission ou le limogeage de l'ancien ministre de la Justice, El Hadj Fofana. Donc c'est pour dire que nous naviguons dans un contexte de non-droit, et s'inscrit dans une dynamique de non-droit dans ce pays qui est fortement émaillé de violence, c'est contribuer à faire en sorte que le pays puisse voler dans une situation... Vous avez certainement suivi la sortie du président Condé sur les médias internationaux. Je retiens juste une phrase où il dit qu'il se considère comme un démocrate et ne compte pas devenir un président à vie. Vous lui répondez quoi? Moi, je pense que ce n'est pas à soi de se déclarer démocrate. En tant qu'une personnalité en situation de responsabilité, c'est son bilan qui peut lui permettre et nous permettre de juger de sa nature, de sa gouvernance. Mais le bilan est sur le plan humain désastreux, sur le plan des principes de droit. Là aussi... Vous lui reprochez la troisième candidature, ou c'est parce que Alpha Condé n'a rien fait pour la Guinée durant ces 10 ans où il a été à la tête Moi, je vous dis franchement, s'il avait contribué à permettre à la Guinée d'avoir une alternance démocratique apaisée, on aurait, d'une manière ou d'une autre, considéré qu'il aurait fait l'œuvre de son temps, puisque la Guinée, depuis 1958, est à la quête d'une véritable alternance démocratique apaisée. S'il était allé dans ce sens, quels que soient les dysfonctionnements, quelles que soient les erreurs de gouvernance sur des aspects économiques, on aurait privilégié l'intérêt supérieur de ce pays, c'est-à-dire avoir une alternance démocratique apaisée, permettant à des institutions crédibles de se consolider, rassembler les fils et les filles de ce pays pour mettre en œuvre des dynamiques de développement pour permettre à la sous-région et à la Guinée en particulier d'aller dans le sens du progrès. Sa candidature est déjà validée. On s'achemine vers la présidentielle. Est-ce que le combat que vous menez justement sert à quelque chose? Non, ce combat sert toujours à quelque chose. Vous savez, et vous n'êtes pas sur le terrain, vous êtes à Dakar. Comment les Guinéens vont comprendre le fait que vous soyez ici et non pas sur le terrain avec eux pour vous battre? Le terrain est partout dans ce monde connecté, dans ce monde où, ici au Sénégal, une forte communauté est présente. Et nous avons des intérêts convergents. La stabilité de la Guinée est une nécessité aussi bien pour l'ensemble des pays de la sous-région. Le terrain n'est pas simplement à Conakry. Le terrain, c'est aussi bien les pays limitrophes, les sensibiliser, attirer leur attention sur la nécessité absolue d'avoir un regard attentif sur l'évolution politique de la Guinée. Si tel n'est pas le cas, il ne faudrait pas s'étonner un jour d'avoir le feu qui prenne quelque part et que par la suite tous les efforts de développement qui ont été engagés par ailleurs puissent être annihilés par les déficits de gouvernance de nos voisins. Je rappelle par exemple pour Ebola, là, ça a commencé en Guinée, mais ça a déstructuré l'économie de la Sierra Leone et des vies en Sierra Leone et au Libéria. Donc nous sommes dans un monde interdépendant. On ne peut pas se réfugier derrière le sacro-saint principe de la souveraineté de l'État pour ne pas avoir un regard bienveillant, mais aussi un regard clair, objectif sur l'évolution et sur les gouvernances des voisins. Mais M. Ba, pour parler un tout petit peu de votre stratégie, vous luttez au sein du FNDC. Bien sûr. Mais malgré tout, la candidature d'Alpha Condé a été validée. Vous avez boycotté les élections législatives du 22 mars dernier et ça n'a pas réglé le problème. Et aujourd'hui, vous boycottez encore la présidentielle. Est-ce que ça va régler le problème au niveau Parce que ne pas faire comme cela, ce serait encourager l'impunité. Si des dirigeants politiques disent dans les journaux les plus illustres du monde que
Ailleurs, ils ont tué, mais ça ne les a pas empêchés de faire ce qu'ils ont voulu. Cela veut dire qu'en Guinée aussi, on peut tuer, ça ne nous empêchera pas de faire ce que l'on veut. À partir du moment où la vie des citoyens est considérée comme un simple détail de parcours, il faut dire stop, parce qu'à partir de ce moment-là, tout est possible. Et la Guinée a évolué de tragédie en tragédie, de tragédie en tragédie, et il faut que cela s'arrête par des attitudes fermes, déterminées, que l'impunité ne peut plus être tolérée. Mais ne pensez-vous pas qu'il faille que toute l'opposition quand même s'unisse pour faire face à Alpha Condé, de manière à le déboulonner quand même du pouvoir? Vous savez, les exemples, je sais qu'au Sénégal, par exemple, il y a eu un exemple analogue, dans un contexte où les structures et les institutions sénégalaises sont fortes, où vous avez une administration qui est républicaine, des forces de l'ordre qui sont dans le cadre de l'état de droit, et vous avez une qualité du personnel politique qui ne peut pas accepter d'aller au-delà d'un certain seuil. En Guinée, vous avez tout à fait le contraire. La vie des gens compte pour des peccadilles. Et le respect du droit, comme je viens de vous l'indiquer, si le droit minimum n'est pas respecté. Un exemple, la hiérarchie, pour ceux qui ont fait du droit, la hiérarchie en termes entre la Constitution et le Code électoral. Le code électoral actuel est en contradiction avec la Constitution telle que la Cour constitutionnelle l'a indiqué. En cas de litige, qu'est-ce qui prédominera? Et la Cour constitutionnelle s'est permis de suspendre une partie de ce qu'ils ont appelé Constitution, notamment le parrainage, pour être en conformité avec le code électoral. Si vous êtes dans un imbroglio juridique à ce niveau, cela veut dire qu'il ne faut pas espérer. Pourtant, c'est des normes internationales, quand même. La pyramide des normes, une constitution est supérieure à la loi, quand même. Bien entendu. Mais si maintenant tout est permis, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de respect d'une certaine forme d'universalité, cela veut dire qu'on nage dans un État hors la loi. Cellou Dalein Diallo a pourtant accepté d'aller déposer sa candidature, alors que tout au début, lui également, il contestait la Constitution, ou en tout cas le changement qui a été opéré. Aujourd'hui, il a malgré tout accepté d'aller sur le terrain et de s'engager. Est-ce que vous êtes prêt à le soutenir, ou aujourd'hui, vous allez tout simplement adopter une posture de neutralité jusqu'à ce que les élections se fassent sans pour autant que vous décidiez de soutenir un tel ou un tel autre? Ce qui est fondamental, c'est la suite. C'est la stabilité et la paix en Guinée qui sont menacées. Les candidats, chacun a des raisons qui lui sont propres pour justifier sa présence. Il a eu tort d'y aller? Moi, je ne l'ai pas fait. Mais il lui appartient de se justifier. Pourquoi il l'a fait? Nous, au niveau du FNDC, nous avons estimé, puisque nous ne participons pas, nous ne pouvons pas donner de consigne de vote. Et en ce qui nous concerne, nous disons à chaque citoyen d'agir en conformité avec sa conscience. Et vous respecterez le résultat des urnes? Vous savez, l'enjeu n'est plus ces élections, parce que le résultat est déjà connu d'avance. L'enjeu, c'est la stabilité et la paix et la poursuite du processus démocratique dans ce pays. Comment aller vers cette stabilité et cette paix si vous êtes là et vous observez sans rien faire? Non, on n'observe pas, nous sommes actifs. Vous savez, aujourd'hui, la situation est bouillonnante. Le peuple est en colère. Les contestations du fait d'une demande sociale qui n'est pas satisfaite bougent. Avant-hier, dans la région de Boké, un jeune homme a été tué parce qu'il protestait en ce qui concerne l'absence d'électricité. Donc, en Haute-Guinée, le fief présumé du parti présidentiel, c'est la déconfiture totale. Des ténors, des symboles de ce parti dans ces régions démissionnent. Donc, dans une certaine mesure, nous sommes dans un cocktail explosif. Après le 18 octobre, après la décantation politique qui est en train de s'opérer, une autre situation politique qui permettra de faire entendre le peuple pourra permettre à la Guinée de trouver ses voies de sortie de crise. Il a été reproché au président Alpha Condé de verser dans les discours ethnicistes.
Est-ce qu'aujourd'hui, le facteur ethnique peut être déterminant pour un vote en Guinée? Vous savez, M. Alpha Condé a toujours privilégié le 3 contre 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a 3 régions naturelles avec 4 groupes. Il y a 4 régions naturelles avec 4 groupes linguistiques, ethno-linguistiques marqués. Donc le 3 contre 1, c'est le faire prospérer une certaine fulanophobie. Ça, c'est une manière clivante pour diviser la population. Mais fondamentalement, la Guinée est traversée par des contradictions sociales qui nécessitent des programmes, qui nécessitent des projets de société intégrateurs qu'il n'est pas en mesure de satisfaire et que les réponses, puisqu'il n'y a pas de réponse, c'est toujours essayer de chercher des ennemis imaginaires pour distraire la population et l'amener à perdre de vue que l'essentiel, ce sont les contradictions sociales, ce ne sont pas des contradictions ethniques. Il y a des gens qui prédisent déjà un printemps guinéen par allusion au printemps arabe qui a vu plusieurs chefs d'État quitter le pays tout simplement parce qu'il y avait une contestation populaire. Vous pensez que ça peut arriver en Guinée? C'est très probable et nous espérons que par le processus d'une prise en compte de la nécessité de changer, que les Guinéens, au-delà des diversités ethniques ou des diversités politiques, se donneront la main pour qu'un véritable changement puisse s'opérer et se réaliser, parce que la lutte n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons connu des tragédies, nous avons connu des mouvements de masse extrêmement importants, 2006, 2007, 2008. Nous pensions que, puisque le RPG de M. Alpha Condé était avec nous lors de ces luttes héroïques, qu'il aurait pu aller dans le sens de la satisfaction de l'attente d'une forte majorité de la population. Mais malheureusement, il n'a pas voulu entendre raison et nous sommes en train de recommencer un combat qui avait déjà eu lieu 20 ans plus tôt. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du Sénégal? Le Sénégal, nous sommes interdépendants. Nous ne pouvons pas avoir la prospérité et la stabilité dans aucun de nos pays si le voisin se trouve dans une situation difficile. Je pense qu'en ce qui concerne une dynamique ouest-africaine beaucoup plus proactive et beaucoup plus déterminée, il faut avoir des politiques, disons, préventives des conflits et non pas attendre que les situations se détériorent pour jouer au sapeur-pompier. Est-ce qu'on ne va pas accuser le Sénégal d'ingérence dans les affaires publiques dans notre pays? À partir d'un certain moment où la sécurité régionale est menacée, il y a des voies et moyens permettant à la communauté régionale ou à la communauté internationale de s'impliquer pour arrêter une dynamique qui ne pourrait que détériorer la situation globale. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour faire reculer Alpha Condé? Il a franchi le Rubicon, il s'est arc-bouté dans une volonté obstinée d'avoir un 3e mandat. J'ai bien peur qu'il ne peut pas reculer, il fera caler dans une logique de fuite en avant. Si un miracle peut se produire, je le souhaiterais de bon cœur parce que cela éviterait beaucoup de drames et beaucoup de larmes. Le miracle, c'est qu'il ne se présente pas lors de la présidentielle du 10 octobre. Bon, tout est possible avec l'aide de Dieu, mais c'est difficile de penser que ça peut être autrement. Comment comprendre aujourd'hui la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Guinée? Il y a de cela quelques jours, beaucoup s'interrogeaient sur les motifs d'une telle décision. Vous savez, il y a une logique, un logiciel politique qui date de plus de 50 ans. Il suffit qu'il y ait des rumeurs et des difficultés pour le pouvoir en place d'essayer de faire ressortir que des mercenaires sont en vue ou que des armes circulent pour créer une psychose, pour brimer et étouffer toute velléité de contestation. Et c'est la vieille rengaine qui continue toujours. Malheureusement, en 2020, en dépit des traités, des chartes et autres qui lient les pays les uns aux autres, la Guinée, le réflexe sécuritaire, le réflexe ethniciste sont les deux traits marquants d'une gouvernance
qui n'a pas été en mesure de construire un véritable État démocratique et qui n'a pas satisfait les demandes et les attentes de ses populations. Je termine par un dernier point. Vous disiez que vous ne donnez pas de consigne de vote, ce qui veut dire que certainement il y aura des Guinéens qui n'iront pas aux urnes le 18 octobre. Est-ce que toutes ces personnes-là représentent un poids assez conséquent sur le fichier électoral? Vous savez, avec un fichier qui est corrompu, avec un contexte non transparent, les chiffres n'ont plus de valeur parce que au gré des intérêts politiciens, on peut donner le chiffre et le suffrage que l'on veut. Merci. Merci beaucoup, Bah Wouri, le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. Soir d'info, demain, Inch'Allah, à la même heure. On vous souhaite de passer plutôt une excellente soirée en compagnie de nos programmes. J'allais dire un excellent week-end. Je vous dis qu'on n'est pas encore au week-end. Au revoir.